Chers auditeurs du débrief, bienvenue dans ce lendemain de veille électoral. Je ne sais pas ce que Simon a fait exactement dans 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 sa soirée électorale, s'il y a eu s'il y a eu des boissons alcoolisées d'impliquer là-dedans pour faire passer le tout. Ça, on ne sait jamais comment on réussit à faire passer les résultats d'une élection. Mais on voulait jaser un peu, on voulait revenir évidemment sur les plein d'enjeux qui sont soulevés reliés relativement aux résultats de cette élection-là, dont on a connu les résultats tard hier soir quand même, bien qu'il n'y avait aucune surprise, là. Et non, les sondages ne mentaient pas. En tout cas, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de distorsions là, dans les sondages, dans le sens que, bon, OK, à la fin, les G donnaient la CAQ finalement plus bas que ce qu'ils ont eu. Euh, Personne ne s'entendait trop à savoir est-ce que QS, bon, combien ils vont faire. Tu sais. Moi, je me doutais bien que le sondage, c'était Angus Reid qui les mettait à 21. Semble que oui. Ça n'avait aucun sens, là, à mon avis, c'était impossible. Finalement, ils ont fait 14. Donc, qui était proche là-dedans de la réalité ou pas? Je pense que Main Street, là, quand il lui donnait 8-9, c'était beaucoup. C'était peu, en fait. Là. Je pense qu'il était peut-être sous-estimé. Mais tu sais, le portrait global, finalement, était le bon. On n'a pas eu de surprise. On ne s'est pas réveillé un matin avec un gouvernement libéral minoritaire ou une affaire que personne n'avait vu venir. Euh, donc, ça, c'est dit. Après, bon, on était plusieurs à prophétiser la fermeture de lumière au Parti québécois. Pendant une partie de la soirée hier soir, on se disait, hey boy, PSPP, c'est dans les premières boîtes qui étaient dépouillées, le candidat de la CAQ était en avance. Bon, pendant presque une heure, je me suis dit, bon, je pense qu'il ne sera pas élu. Et finalement, plus la soirée avançait, plus il rattrapait. Maintenant, il a passé en avant, puis maintenant, il a quand même fini avec quoi, 2000 votes d'avance ou quelque chose comme ça. Là. Donc, commençons par ça. Est-ce que le PQ a sauvé les meubles? Oui, je pense qu'on peut dire qu'ils ont sauvé les meubles pour combien de temps? Ça, c'est la question. Mais je me dis, bon, Pascal Bérubé, on savait tous qu'il allait repasser comme une balle, c'est arrivé. Maintenant, tu as eu la surprise aux îles de la Madeleine. Ben, en fait, c'est parce que personne n'y avait vraiment trop pensé à celle-là, de dire, bon, il est repassé, tant mieux pour eux autres. Joël Arsenault, c'est tout ça? Oui, oui, c'est ça, Ouais. Joël Arsenault, exactement. Puis là, ben, PSPP, il faut le dire, je pense qu'il a quand même été aidé par le petit scandale qui est arrivé là, de la candidate QS qui s'est retirée après avoir volé un dépliant du PQ Ouais. dans une boîte à mal chez un particulier, là, après avoir retiré là, le dépliant d'une boîte à mal. Fait que bon, oui, on peut dire qu'ils ont sauvé les meubles. Il faut dire aussi, quand on regarde les résultats qu'ils ont obtenus au total, tu dis, bon, 14,6. Tu sais, c'est quand même tout juste en dessous de 600 000 votes. C'est plus que ce à quoi je me serais attendu, honnêtement. Tu sais, juste de voir en début de campagne comment que l'organisation au niveau local, moi, je demeure dans un comté qui est un château fort péquiste pendant quasiment 40 ans, jusqu'en 2018, c'est un château fort péquiste, en fait. Et puis, je veux dire, ils ont été les derniers à installer leur pancarte là, quasiment une semaine après le déclenchement de la Ouais. campagne. Tu sais. Je me disais, my God, si dans mon comté, ils n'ont plus d'organisation, ça va vraiment pas bien. Mais tu sais, des fois, le fait d'avoir une organisation ou pas, ça peut toujours aider, mais bon, la CAQ en tant que telle, c'est pas un parti qui a énormément d'organisation ou une si grosse base militante que ça. On se rappelle, c'est peut-être dans un autre contexte, mais la vague orange en 2011, je veux dire, moi, dans mon comté fédéral où est-ce que j'étais, ma candidate a même pas mis de pancarte, puis elle s'est fait élire. Elle s'est fait sortir l'élection d'après. Mais bon, fait que tout ça pour dire que, tu sais, même si on tient compte de ça, le fait de dire que l'organisation, c'est pas garant de tout, à voir comment ça allait, je me disais, ouais, je pense que Bérubé, j'étais un peu de l'avis de toi ou de Yann, de dire, ouais, Bérubé va fermer la lumière. C'est pas arrivé. Puis c'est tout à fait correct. Moi, je trouve ça correct. Là, je suis content, même honnêtement, que PSPP rentre à l'Assemblée nationale. Je trouve qu'il y a tout à fait sa place là, compte tenu des résultats qu'il y a eu. Puis manifestement, il y a encore pas mal d'électeurs qui sont prêts à faire ce choix-là. Il faut dire aussi que généralement, quand on regardait les sondages, le deuxième choix des électeurs caquistes, c'était le PQ. Donc, il faut dire aussi que la CAQ, on l'a déjà dit souvent, c'est le PQ 2.0. Donc, bon, c'est pas une si grande surprise que ça. Mais non, ils ont sauvé les meubles. Reste à voir pour combien de temps. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire l'analyse, à savoir où est-ce qu'ils ont eu leurs 15 dans les différents comtés. Pourquoi l'importance du fameux 15 des suffrages? C'est en fonction de ton remboursement de tes dépenses électorales. Tu es admissible à 50 de remboursement de tes dépenses électorales admissibles quand tu as 15 des suffrages
dans un Uh-huh. comté. J'ai pas fait cet exercice-là. Je suis plus au fait des dettes qu'ils ont, quoi que ce soit. Si on compare au PLQ, par exemple, que ça va être beaucoup plus problématique, on pourra peut-être en parler tantôt, là. Mais fait que ça pour dire, est-ce qu'ils vont être là à la prochaine élection? Probablement. Est-ce que c'est un parti qui va repartir, tu sais, qui va reprendre beaucoup de vigueur un jour? Écoute, je veux pas verser dans la politique fiction, mais pour le moment, sont peut-être pas forts, mais sont pas morts. Fait que c'est déjà ça. Non, 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 c'est ça. Puis tu sais, ben, continuons en fait ce portrait-là. Tu parles du remboursement par comté. Il y a un parti pour qui ça risque d'être difficile et étrangement, ont quand même réussi à former l'opposition officielle en ayant à peu près le même nombre de votes, un petit peu plus de votes que le Parti conservateur qui a 0 député. On reviendra peut-être plus tard. Euh, les libéraux se ramassent avec quoi? 23 députés en ayant à peu près le même nombre de votes, le double de QS, beaucoup plus que le PQ et finalement 23 de plus que les conservateurs. Mais si on regarde dans le Québec francophone, je ne me rappelle pas d'avoir vu un score aussi catastrophique. Je peux partager peut-être Oui. la carte électorale qu'on voit, la carte interactive. Là. Bon, si je dézoome, ça, c'est l'île de Montréal. Là. Mais mettons que je prends à peu près n'importe quel comté. Là, je prends le comté de Papineau, où la CAQ, évidemment, Mathieu Lacombe de la CAQ est élu, c'est pas une surprise. Le PCQ, qui n'existait pas, finit troisième avec 13%, presque à égalité avec Québec solidaire. Et les libéraux font 8,4%. Je m'en vais dans n'importe quel autre comté. Lotbinière-Frontenac. Le PCQ finit deuxième, tout juste derrière la CAQ. Le PLQ est à 5%. Je m'en vais ailleurs. Je m'en vais à Beauce-Sud. Le PLQ a 2,8%. Je m'en vais à Mégantic. Le PLQ a 5,7%. Je m'en vais à Brome-Missisquoi, qui est quand même pas nécessairement un comté qui est imprenable pour le PLQ si on se Ben, rapporte dans le temps. Là. c'est un Euh, ancien comté libéral, en fait. C'était le comté de Paradis, ça, si je me rappelle bien, le ministre Ben, Paradis. absolument. Le PLQ finit avant-dernier avec 11,9%. C'est un effondrement quand même assez total du PLQ dans toutes les régions du Québec, hormis la circonscription de Pontiac où André Fortin a réussi quand même à passer la gratte. Il faut lui donner. Mais si on regarde la carte du Québec, c'est l'effondrement c'est l'effondrement du Parti libéral, malgré qu'il conserve l'opposition officielle. Et même si on rentre sur l'île de Montréal, si on se projette dans le temps, il commence à se faire gruger une partie de l'île, bon, par Québec solidaire, évidemment. Le PQ a réussi à prendre, à avoir Camille Lorrain. Mais Ouais. si on regarde dans certaines circonscriptions, le PCQ finit deuxième là, sur l'île. Pas avec des scores mirobolants, mais quand même, ils finissent deuxième dans Robert Baldwin, ils finissent deuxième dans Jacques-Cartier. Ils finissent troisième dans Saint-Laurent. Ils finissent quand même quatrième dans Marquette. Mais bon, il y a plusieurs comtés où le PCQ réussit quand même à tirer un peu son épingle du jeu sur l'île de Montréal, ce qui, troisième dans Néligan. Où est l'autre de Darcy McGee? Là? J'essaie de revoir le truc Un peu plus Robert vers le centre. Baldwin un Ouais, petit tu peu y plus arrives. vers le centre. V'là. Darcy McGee, euh, attendez, je l'ai ici, 22% pour le Parti conservateur sur l'île de Montréal. En fait, le Parti conservateur a un meilleur score dans une circonscription en plein cœur de l'île que la majorité des comtés où les libéraux ont présenté des candidats dans le reste du Québec. Là. Mhm. Toi, ça t'inspire quoi, ça, en tant qu'en plus ancien Ouais. sympathisant, membre, appelons ça comme on veut, du Parti libéral? Ben, je suis pas premièrement, puis je suis pas le premier à le dire, mais qu'on voit qu'en dehors des comtés anglophones, le PLQ est absent à toute fin pratique. Tu sais, sur la carte, on avait le comté de Pontiac, qui est André Fortin, qui est à peu près tout ce qui est resté en dehors de Montréal, parce que bon, tu sais, entendons-nous, là, Lapinière, qui est le comté de Brossard, c'est Montréal, là. Puis c'est un Mhm. comté qui est très, très, mais très ethnique, notamment la communauté chinoise, je n'apprends rien à personne. Vaudreuil aussi, tu dis, c'est quand même pas très loin de Montréal.
Tu dis, bon, mais tu sais, ils ont perdu la porte, pas de beaucoup. La porte qui est Saint-Lambert, une partie de Saint-Hubert Mhm. et Greenfield Park. Ça, c'est le comté nommé en l'honneur de Pierre Laporte. Là, on connaît tous l'ancien ministre libéral dans le temps du FLQ. On sait ce qui est arrivé. Ouais. Je veux dire, ils viennent de le perdre. Ils viennent de le perdre. Ça, c'est un dur coup. Là, parce que d'habitude, c'était un comté qui donnait des ministres. Ça, quand le Parti libéral prenait le gouvernement, ben, celui qui se ramassait là, généralement, était nommé ministre. Ça n'avait pas été le cas dans le dernier mandat Couillard, mais traditionnellement, c'était ça qui se passait. Fait que tu te dis, ouais, en dehors des comtés anglophones, ça va pas très bien. Puis même d'un comté anglophone, il y avait des comtés, il y avait quasiment j'ai envie de dire, à la blague, des majorités staliniennes dans l'ouest de l'île auparavant. Ouais. Puis là, on l'a vu, là, c'est plus ça. Puis un nouveau parti comme le PCQ qui est arrivé, boum, qui fait des très bons scores, des deuxièmes places, des fois quand même assez derrière le Parti libéral, mais tout de même avec des bons scores. Tu sais qu'on voit qu'il a été cherché dans plusieurs circonscriptions son fameux 15 de remboursement de dépenses électorales. Fait que tu te dis, OK, ça, c'est un parti qui n'existait pas, on va, à toute fin pratique, on va être honnête. Là. Tu te dis, c'est très bien. Tu te dis, je me dis, au moins pour la communauté anglophone, ben, parce que j'avais Il y déjà a une alternative qui se dessine pour eux. oui, Là. il y a une alternative qui se dessine. Je suis content d'une certaine manière parce que j'avais déjà écrit, tu sais, que là, les anglophones étaient confrontés à un dilemme, c'est-à-dire soit rester avec les libérales, avec le Parti libéral pour toujours, ou bien de faire le switch massivement pour le PCQ, parce que sinon, n'importe quel entre deux n'aurait fait que favoriser la CAQ. Puis là, on sait c'est quoi la CAQ, c'est le projet de loi 96 avec toutes les cochonneries qui viennent avec. Mais là, finalement, il y a quand même eu un shift, ben, en fait, il y a eu un déplacement de vote d'anglophones vers le PCQ, mais qui n'a pas été suffisamment important pour faire rentrer la CAQ. Fait que ça, je trouve que c'est tout à fait correct en ce que, ben, comme tu viens de dire, ça fait qu'il y a une alternative qui peut se profiler avec le temps sans pour autant que la communauté anglophone perde au change, dans le fond. Fait que ça, c'est super. Mais les libéraux, c'est sûr, il y a un texte de TVA qui est sorti ce matin. Seulement 38 libéraux obtiendront un remboursement. C'est que c'est ça, il y a seulement 38 circonscriptions sur 124. Mhm. 124 parce qu'on sait qu'ils n'ont pas été capables d'en avoir 125 sur 125 de candidats. Donc, il y a quand même seulement 38 sur 124 qui ont obtenu leur fameux 15. Ça les met en très mauvaise posture parce qu'on sait que, bon, oui, le PCQ n'a pas obtenu 15 partout. Je n'ai pas tous les chiffres. Il n'a pas eu 15 au national. Ben, en fait, à part la CAQ, les seuls qui ont eu 15 au national, c'est Québec solidaire à 15,4. Fait que là, il y a un enjeu de répartition des dépenses par comté. Puis au niveau national, c'était peu au national, des choses comme ça. Là. Mhm. Mais n'empêche, c'est que contrairement au PCQ, ben, le Parti libéral avait des hypothèques sur des immeubles. Je pense qu'il en parle quelque chose comme 4,7 millions, si je ne m'abuse. Là, ce Mhm. qui est. Ouais, le PLQ a emprunté un total de 4,7 millions sur ces immeubles, révélait notre bureau d'enquête. Ça, c'est TVA qui parle. Puis évidemment, c'est eux qui ont obtenu le moins de. Ben, je dis évidemment. C'est eux autres qui ont récolté le moins de contributions d'électeurs des 5 grands partis. Fait que ça les aide pas. Fait que là, ils sont hypothéqués, ils ont moins de financement, puis en plus, avec leur nombre de votes qui diminue d'une élection à l'autre, ben, ça fait moins de financement public, ça aussi. Fait que je sais pas ce que ça va donner pour le PLQ. C'est quand même un parti qui était pas mal le parti traditionnel du pouvoir jusqu'à récemment. Je veux dire, ils ont été au pouvoir de 2003 à 2018, moins 18 mois de Pauline Marois et du Parti québécois. Puis là, finalement, ben OK, ils conservent l'opposition officielle. J'ai quasiment envie de dire, là, peut-être le mot va être dur, mais je veux dire, son opposition officielle, mais c'est quasiment un vol d'une certaine façon. Puis non, je ne suis pas dans le complot ou quoi que ce soit, bien entendu. Ce que je veux dire, c'est que bon, le système électoral actuel les favorise, puis c'est correct, Ouais. c'est la règle du jeu actuel. Mais n'empêche, tu dis, Québec solidaire a eu plus de votes qu'eux. Ils ont eu quasiment 2 fois moins de votes qu'eux. Le Ouais. PQ n'ont pas eu beaucoup moins de votes que QS et que le Parti. Ben, en fait, le PQ a eu plus de votes que le Parti libéral, pas beaucoup moins que le Québec solidaire. Puis ils ont à peine 3 élus. Puis le PCQ, ben, il y a 60 000 élus de moins que le Parti libéral. Ça, ce qui est l'équivalent d'une circonscription, peut-être un peu plus qu'une circonscription normale. Une circonscription normale, c'est en moyenne au provincial. Au fédéral, c'est différent. Mais au provincial, c'est à peu près 55-56 000 électeurs. Bon, tu as 60 000 votes qui séparent, si je me fais au chef de Radio-Canada, tu as 60 000 votes qui séparent les conservateurs du Parti libéral. Puis là, les Ouais. conservateurs ont un beau 0 élu. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, justement, venons-en aux conservateurs. Bon, beaucoup de gens sont déçus de la tournure des événements qui est un peu induit. Ben, on le sait, là, on vit dans un système de parlementaire à la britannique.
C'est fait pour qu'il y ait 2 partis. À 3, ça fonctionne encore pas trop pire, mais à 5 partis, ça commence à être compliqué. Ça vaut aussi pour le PQ d'ailleurs, là, qui ont 3 députés, puis ça a failli être moins que ça, avec grosso modo aussi 500 quelques mille votes, là. Et je ne sais plus qui disait ça, mais il avait quand même raison. Il disait si tu prends le PCQ et le PQ, ça fait presque 30% des Québécois qui sont représentés par 3 députés. Mmh. C'est quand même parlant pareil, là, c'est-à-dire qu'il va là, il se creuse un fossé. Puis c'est drôle pareil parce qu'on parle tout le temps de la parité homme-femme, et cetera. Je comprends, là. Je comprends. Je comprends très bien le principe, là. C'est correct, là, c'est pas bien si c'est un boys club, puis c'est le fun qu'il y ait des femmes impliquées en politique, c'est correct. Mais c'est que personne ne parle jamais de la représentativité des courants dans notre société, des courants de pensée, des idées qui sont différentes. Puis à un moment donné, tu te dis, ben là, écoute, ceux qui sont, péquistes ou ceux qui sont conservateurs aujourd'hui, qui sont quand même 2 options politiques qui ont recueilli à l'eux 2 plus d'1 million de votes, ils ont 3 députés, là. C'est quand même spécial pareil. Puis là, ben, évidemment, à chaque fois que quelqu'un perd ou est désavantagé par quelque chose, il va ramener l'histoire de la réforme du mode de scrutin. Il y a un côté un peu, il y a un côté un peu hypocrite là-dedans, dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de gens, puis personne ne va me faire dire le contraire, là, mais il y a beaucoup de gens que si, mettons, QS avait eu 0 député avec le score qu'ils ont fait, ils seraient bien contents. Tu sais, tu sais, ou d'autres répartitions, là, mélanger les partis avec les scores, là. Ça fait toujours l'affaire de quelqu'un quand quelqu'un est sous-représenté. Puis, tu sais, le Parti libéral, on comprend pourquoi ils n'embarqueront jamais dans les affaires de réforme du mode de scrutin. Ils sont pour l'instant encore avantagés, mais vraiment avantagés par ça, là. Sinon, si leur vote était dissous était diffus à l'entièreté des circonscriptions, comme c'est le cas, par exemple, pour le PCQ, il y aurait 0 député aussi, là. C'est ça la réalité. Mais ils sont chanceux, ils ont des châteaux forts encore. Ben, là, tu sais, il y a comme un côté opportuniste là-dedans. Est-ce que tu sautes là-dessus? Oui, il faut réformer le mode de scrutin, mais tu sais, au final, ça aussi, ça crée du cynisme parce que tous les politiciens, un coup qu'ils sont élus, ils veulent pas se départir du pouvoir. Donc, c'est le cas de Justin Trudeau, c'est le cas de François Legault. Et moi, je ne crois pas du tout, mais pas du tout qu'il va y avoir une réforme du mode de scrutin au Québec, là. Je n'y crois pas, mais pas du tout. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, là. Ben non, j'y crois pas moi non plus parce que d'une part, la CAQ a pas intérêt à faire ça parce que ça voudrait dire moins de députés. Fait que là, fait que là, le parti ministériel, le parti gouvernemental veut pas ça. Bon, OK. Mais l'opposition officielle non plus, parce que comme tu viens de dire, ils sont éminemment favorisés cette élection-ci. Fait que là, tant le gouvernement que l'opposition officielle n'a pas intérêt à jouer là-dedans. Fait qu'on oublie ça. C'est d'ailleurs le mérite. Éric Duhem, dans les nombreux mérites qu'a eu Éric Duhem, il y en a un qui était de dire justement, il n'a pas voulu s'engager à dire s'il prenait le pouvoir, est-ce qu'il allait jouer là-dedans, parce que justement, pour ne pas alimenter le cynisme, sachant qu'en quelque sorte, les partis qui se ramassent au pouvoir et qui sont confrontés à cet enjeu-là sont en quelque sorte en conflit d'intérêts. Fait que ça, là-dessus, ça mérite d'être souligné. Mais là, c'est ça, c'est que ça soulève l'enjeu. Peut-être qu'on pourra parler après ça un peu d'où est-ce que QS se situe dans cette élection-là, mais je pense que ça vaut la peine de Mhm. revenir un peu sur l'enjeu, justement, là, de réforme du mode de scrutin. Moi, je rejoins les propos là, d'un des billets du prof Caron. Puis bon, j'ai jamais été un grand fan, moi, des systèmes proportionnels, un peu pour les raisons que vous avez décrites ce matin, là, Yann et toi. Vous avez donné l'exemple de l'Italie, en Israël aussi, c'était assez complexe. Il y avait d'autres Mhm. raisons pour aussi, c'était un peu le bordel, la politique en Israël. Mais bon, en Mhm. Belgique aussi, pendant plusieurs années, ça a été compliqué. Mais, puis là, tu sais, il y a le proportionnel mixte. On garde ça simple, on met tout ça ensemble, là, Mhm. l'idée, c'est que moi, j'ai toujours privilégié, justement, à la lumière de ces exemples-là, j'ai toujours privilégié la stabilité sur la représentativité. Mais tu sais, j'étais à l'aise avec un certain débalancement, genre auparavant, c'était quoi? Tu avais à peu près un parti qui se ramassait avec autour de 40 des suffrages, qui allait chercher à peu près 70 de la députation, 60 de la députation plutôt, fait que tu avais un 40 de vote, un 60 des sièges. Bon, au nom de la stabilité, j'étais prêt à vivre avec ça. C'était pas idéal, mais j'étais à l'aise avec ça. Fait que tu peux te ramasser, mettons, je sais pas moi, avec le parti au pouvoir qui avait comme un 70 sièges, l'opposition officielle qui en avait une quarantaine,
puis le reste qui faisait, mettons, une quinzaine de sièges, ben le troisième parti, j'étais comme OK, fine, je peux vivre avec ça, tu sais. Mais là, on se ramasse dans une situation où est-ce que la distorsion, puis je comprends qu'il y a un aspect, je suis conscient qu'il y a un aspect de subjectivité là-dedans, mais pour moi, c'est rendu trop grand, je veux dire. Puis je suis pas en train de dire que j'ai la solution, je suis pas en train de dire go, 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 il faut y aller avec une proportionnelle mix ou quoi que ce soit, mais je fais juste dire, on est dans une situation qui a un parti qui a 40 des sièges, qui a 70 des députés, quelque chose comme ça, là, 90 sur 125. Puis où est-ce que tu as une grande partie de l'opposition, tu sais, comme on vient de dire, tu as 30 des électeurs qui sont fortement sous-représentés. Tu as une opposition officielle qui devrait peut-être pas l'être, à tout le moins à la lumière des suffrages. Dans le système actuel, avec le nombre de députés que tu as par comté, ça marche. Puis tu as Québec solidaire, ben, quelque part, moi, finalement, ils n'ont pas eu moins de candidats que la dernière fois, même s'ils ont perdu, même s'ils ont perdu en Abitibi, là, ils en ont quand même gagné ailleurs. Fait que tu dis, bon, je pense qu'ils en ont un de plus. Ils sont à 11 au lieu de 10 de mémoire. Mais le fait est, c'est que je trouve que là, la disproportion est. Bref, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je trouve ça gênant. On a évité le pire parce que je me rappelle à un moment donné, hier pendant la soirée, à un moment donné, c'était 50 CAQ. Puis là, tu disais, je voulais éviter le scénario à la Jeff Fillion qui disait qu'ils vont avoir 100, 102 députés avec 40 des votes. Parce que comme Jeff Fillion l'avait soulevé à un moment donné, là, ça aurait représenté un 40 des votes, 80 des députés. Ça n'aurait eu aucun bon sens. C'est un peu moins pire, mais c'est quand même pas génial. Mais cela dit, de toute façon aussi, l'enjeu avec la réforme du mode de scrutin, comme vous l'avez mentionné un matin dans le dernier live électoral, c'est de dire que de toute façon, les électeurs se comporteraient différemment sous un nouveau mode de scrutin. Fait qu'on comprend que, tu sais, c'est pas parfait, Ouais. là. Mais quand même, Radio-Canada a fait, j'invite nos auditeurs à aller le voir. Radio-Canada a fait un texte intéressant. C'est comme une carte interactive où est-ce qu'on voit, bon, si le mode de scrutin aurait été différent à l'élection actuelle, ça aurait donné ça. L'élection 2018, ça aurait donné ça. Je crois qu'il recule assez loin. Je me semble que même 2012. Puis là, on voit que selon de nouvelles règles du jeu, sous réserve que peut-être les acteurs se seraient comportés différemment, ben, le PCQ aurait eu 10 sièges et non zéro. Fait que c'est quand même une différence, c'est la différence entre tout ou rien, en quelque sorte. Là. Fait que c'est Mmh. quand même non négligeable. Puis je me dis, bon, je suis conscient que personne ne va vouloir toucher à ça, mais il y a peut-être une réflexion qui a lieu d'être faite, surtout quand on sait que, oui, en quelque part, la démocratie s'est exprimée au sein de nos institutions actuelles. Mais tu dis, on sait que, par exemple, la CAQ, c'est beaucoup un groupe d'électeurs plus âgés, de boomers notamment. Selon le dernier sondage, je n'ai pas été vérifié ce que ça avait donné suite aux résultats d'hier, mais c'était 50 des boomers au moins qui votaient pour la CAQ. Fait que tu dis, ben, les plus jeunes qui se retrouvent souvent dans d'autres partis, tu sais, oui, OK, tu as plus de gens plus âgés, fait que le plus fort l'emporte, d'accord. Mais j'ai pas une confiance absolue à François Legault quand il dit qu'il va gouverner pour tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que ça serait le fun de s'assurer quand même que tous les électeurs de tous les groupes démographiques, peu importe leurs origines, quoi que ce soit, soient représentés d'une certaine manière. Puis là, le bas, il blesse particulièrement dans cette élection-ci. Ouais. Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est l'interprétation que beaucoup de gens font des résultats. Tu sais, on nous a déjà fait le coup, par exemple, à Québec avec l'élection municipale. Et là, tu avais des gens, entre autres, c'était la spin de QS à un moment donné, ils disaient, ben écoutez, euh, si on additionne, voyons pas Québec fort et fier de Bruno Marchand avec Équipe La Baume, ben, on a une majorité des citoyens et ces deux partis-là étaient pour le tramway, donc les gens de Québec sont tous pour le tramway. Ben là, on pourrait faire la même affaire dans la région de Québec et dire, ben écoutez, si on additionne la CAQ et le PCQ, c'est pas mal 90% des gens à Québec qui veulent le troisième lien. Mais je le sais que ça ne marche pas de même. Mais non. Mais malheureusement, les gens qui interprètent les données utilisent ces trucs-là pour recolorer l'opinion populaire. Mais c'est ça le problème un peu aussi de notre système, c'est que parce qu'on a tout le temps tendance à penser, de dire, ben là, écoutez, les gens, ils ont voté pour tel parti, donc ils sont d'accord avec ça. Mais oubliez jamais que le parti qui est là, même s'il y a 78% ou 72% des sièges, il n'y a jamais eu ce pourcentage-là de vote. Là. Donc, on ne peut pas considérer que l'élection, c'est un référendum d'initiative populaire sur différentes questions précises. Je pense pas que ça serait un.
je pense que ce serait malhonnête de dire, par exemple, ben, si la CAQ a été aussi fort, c'est parce que tout le monde qui a voté pour eux sont d'accord avec ce que Jean Boulet a dit. Je pense pas, là. Je pense que même il y en a peut-être, si ça se trouve, la moitié qui sont pas au courant. Il ne faut pas sous-estimer ça non plus. Là. Les gens ne sont pas au courant tout le temps du b.a.-ba de la politique à tous les jours. Puis, il y a une analyse à faire du pourquoi, du comment ce parti-là est rentré aussi fort que ça. Je pense qu'on a peut-être sous-estimé. Il y a eu un grand. Malgré que beaucoup de gens qui étaient opposés aux mesures sanitaires ont parlé fort, euh, on se sont regroupés autour du PCQ. Bon, ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait beaucoup réagir. Mais l'unanimisme qu'on a vu dans la pandémie, où à un moment donné, tu avais 8 personnes sur 10 ou presque qui étaient prêts à pointer quelqu'un du doigt parce qu'il sort du groupe, à dénoncer le voisin, tout ça. Moi, je pense que ça s'est transparu, cette unité-là, dans le fait que la CAQ a passé la gratte à la grandeur de la province, là, excepté l'île de Montréal. Je pense que l'épisode pandémique a divisé des gens, oui, mais elle a soudé une partie de la population qui n'était pas soudée autrefois, c'est-à-dire qui se divisait en péquistes, libéral. Et là, c'est des gens qui, tout d'un coup, ben, regarde, on marche ensemble, on combat la pandémie. Puis, aussi désolant que ça puisse paraître, ce que je raconte, là, mais je pense qu'il y a un fond de vrai là-dedans, là, dans le sens que ça a un peu été présenté comme il y a les raisonnables et il y a les coucous, les extrémistes, etc. Et beaucoup de gens n'ont pas voulu être associés à ça. Donc, par définition, le vote du statu quo, puis de la raisonnabilité, puis de la modération, ça a été le vote CAQ, parce qu'ils ne sont pas partis non plus dans l'extrême inverse. On voit que malgré tout ce que le pushing qu'a eu Québec solidaire pour cette campagne-là, écoute, ça a été. On nous a dit que GND avait gagné les débats. C'était tous les jeunes sont QS, etc. Ben, finalement, ce qu'on a vu, c'est qu'en réalité, ils font un peu du surplace, même il y a un recul au niveau du vote populaire. Bon, OK, ils ont perdu un siège, une place, ils en ont gagné un autre. Bref, mais les gens n'ont pas non plus sombré dans l'hystérie climatique puis l'élection de la dernière chance. Donc, en fait, on sent un électorat québécois qui sait pas trop où se garrocher, honnêtement, et comme elle ne sait pas trop où se garrocher, elle choisit le statu quo. Moi, c'est un peu mon interprétation des faits. Ben, en fait, c'est ça, le continuons. J'ai fait un texte là-dessus. En fait, c'est une antiphrase. Ça veut dire le contraire de ce que ça veut dire. Continuons, ça veut dire faisons rien en réalité. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de gens, parce que moi, je reviens là-dessus, il y a vraiment une division démographique. Il y a beaucoup de gens plus âgés qui se reconnaissent dans François Legault pour toutes sortes de raisons, à tort ou à raison, là. Ils se reconnaissent dans lui. Et aussi, je pense que c'est important de dire un vote pour François Legault, c'est 41 des gens qui ont voté pour la CAQ, c'est pas 41 des gens qui seraient favorables à un reconfinement. Là, ça, il faut faire, je pense que c'est important de le dire. Surtout, je pense, dans la tête de même des gens qui étaient les plus confineurs à un certain moment. On a déjà parlé, il reste un noyau dur, mais je pense que les gens sont rendus ailleurs là, pour la plupart. Là. En tout cas, moi, c'est ça que je perçois. Puis je le vois aussi par les interactions de gens, de par les discours continuent à tenir, de dire, mais revenez-en de la pandémie, blablabla. Tu dis, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. On va voir si l'avenir va leur donner raison. Je pense qu'ils ont. Mais il y a ça aussi, mais je pense que plus. Mais au-delà de ça, au-delà du fait qu'il y a eu le clivage de genre, tu as les responsables versus les édentés, en fait, c'est davantage ce que tu as mentionné aussi de dire qu'à partir du moment. Le PLQ puis le PQ, c'était le yin et le yang, pour faire une image, OK? Fait qu'à partir du moment où est-ce que la CAQ, que le PLQ, les troupes de Couillard, ont vraiment réussi à planter le PQ en 2014, l'élection 2014, en 2014-2018, que le PQ était resté opposition officielle, mais qu'ils ont vraiment, ça, Ouais. il y avait déjà sa pente descendante, puis assez vite à part de ça, que là, après ça, quand la CAQ est revenue, a pris le pouvoir, puis que là, finalement, ben, c'est les libéraux qui sont devenus opposition officielle, qui sont numéro en ce moment. Mais je veux dire, c'est que ça a comme plus le PQ s'est marginalisé, plus que le PQ a été marginalisé, plutôt plus il a entraîné les libéraux dans leur chute. Fait que là, finalement, à partir du moment où, je ne suis pas le premier à dire ça, mais à partir du moment où c'est que tu enlèves la division fédéraliste souverainiste, tu sais, les gens plus âgés, souvent, c'est ça, ça leur tente plus de faire la révolution, puis ça leur tente pas de shaker à la cage. Fait qu'à ce moment-là, tu te dis, ben,
c'est peut-être pas des grands amoureux du Canada, mais en même temps, faire la séparation, c'est pas quelque chose qui intéresse vraiment non plus. Fait que c'est pour ça que c'est facile pour eux d'aller se camper dans le PQ 2.0. Tu Exact. sais, ce qui explique pourquoi aussi que le deuxième choix de bien des caquistes, c'était des péquistes, parce qu'évidemment, tu as eu beaucoup de péquistes qui ont switché à la CAQ, qui disent bon, OK, whatever la souveraineté, on oublie ça, mais bon, tu sais, je me reconnais dans M. Legault, puis c'est quand même nationaliste. Puis pour ce qui est de bien des libéraux, ben finalement, des libéraux francophones, en tout cas, là, à partir du moment où c'est que tu enlèves la question, où c'est que la souveraineté n'est plus un enjeu imminent, c'est différent pour les anglophones. Encore une fois, ils ont une perspective différente là-dessus, mais à partir du moment que tu enlèves Mhm. cette question-là, ben, c'est que là que tu as eu c'est que l'électorat s'est divisé non plus fédéraliste souverainiste, mais d'un point de vue générationnel. Et on le voit, hein, vous aviez fait, Yann et toi, la semaine dernière, juste dans le cas de la Beauce, c'était fascinant de voir comment que ça se divisait entre les jeunes électeurs qui étaient clairement chez le PCQ, puis quand tu atteignais le 50-55 ans et plus, tu avais un chiffre vers la CAQ. C'est un peu là qu'on est en ce moment. Ça va marcher juste un temps, là, parce qu'à un moment donné, ben, je ne veux pas être plate, personne n'est éternel. Là. On va voir comment la CAQ va réussir à se réinventer rendu là. C'est sûr que François Legault n'est pas éternel non plus. Est-ce que la transition du pouvoir ou de la chefferie de la CAQ va bien se faire? Écoute, je ne veux pas encore une fois verser dans la politique fiction, mais tu as beaucoup de ça là, également. C'est-à-dire qu'en là, c'est vraiment une division générationnelle. Puis je me dis, ben là, comment que Legault va savoir être à la hauteur de ses vœux pieux d'hier en disant lorsqu'il a dit qu'elle allait gouverner pour tout le monde? On verra bien. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est une phrase qu'on la majorité des politiciens, un coup élus, sortent. Mais dans les faits, c'est pas mal plus dur à faire que ça l'est à dire. Nous autres, on continue quelques instants sur Patreon. Si les gens veulent se joindre à nous, patreon.com/isénéchal. J'ai des petites idées de réforme du mode de scrutin. On va en discuter dans quelques Parfait. instants. Ceux que ça intéresse, joignez-vous à nous.